Je vais vous présenter maintenant deux transparents qui sont peut-être les plus durs de la présentation. Il faut vous accrocher un petit peu, mais enfin bon, il n'y a pas non plus. Alors je reprends mes expressions infinitésimales précédentes et je vais les sommer sur leur domaine d'intégration, puisque la quantité dpx sur px, le rapport il va évoluer entre p0 et p avec un signe moins devant qui va signifier que l'onde incidente elle diminue. Et sur quelle section, sur quelle quantité d'éléments ça va s'appliquer? Pour des éléments qui vont varier de 0 à petit n. Il y a petit n particules qui vont subir l'absorption, donc de A dn sur S. Je fais que exprimer l'intégration des deux différentiels que j'ai exprimés dans le transparent précédent, et je tombe à présent dans un problème mathématique où j'intègre dp sur p qui s'intègre en log entre p0 et p. A divisé par grand S, ce sont des constantes qui ne dépendent pas du nombre d'éléments qui absorbent. Donc je ressors le rapport A sur S de l'expression et j'intègre dn entre 0 et n, ce qui me fait petit n entre 0 et n. La primitive de log de px entre p0 et p, eh bien c'est log de p sur p0. C'est plus exactement log de p moins p0. Pardon, c'est log de p moins log de p0, c'est-à-dire log de p sur p0 avec le signe moins devant, et de l'autre côté eh bien j'ai le petit n, la primitive de petit n qui est égale à n moins 0, c'est-à-dire n. Donc j'ai à présent moins logarithme népérien de p sur p0 qui est égal à n sur s. J'enlève le signe moins et j'inverse ce qui est à l'intérieur du log. Ça, ce sont toutes des propriétés qu'on avait travaillées quand on avait révisé les logarithmes. J'ai donc moins log de p sur p0 qui est égal à log de p0 sur p, qui est toujours égal à n sur s. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi de Beer-Lambert, on a plutôt tendance pratiquement à calculer avec le logarithme décimal. Il faut donc qu'on fasse un changement de base du logarithme népérien vers un logarithme décimal. Donc la formule de changement de base d'un logarithme, c'est le logarithme décimal de x, et il est égal à logarithme népérien de x divisé par logarithme népérien de 10. Logarithme népérien de 10, c'est 2,303. Donc le logarithme décimal de petit x, c'est égal au logarithme de népérien de petit x divisé par 2,303. Dans notre expression, le log de P0 sur P va se transformer en log de P0 sur P fois 2,303S. Et comme ça c'est égal à AN sur S, et bien on a finalement log de P0 sur P qui est égal à A petit n sur 2,303S. Je rappelle que le n, c'est le nombre total de particules dans le parallélépipède. LR, c'est égal à S sur LR, c'est égal à S égale V sur B. On a donc, en faisant ces changements de variables-là, log de P0 sur P qui est égal à ANB divisé par 2,303 fois V. Donc log de P0 sur P est égal à ANB sur 2,303 V. N sur V, on va appeler ça petit c, c'est la dimension d'une concentration qu'on peut transformer en mol par litre. Alors le nombre de moles, c'est le nombre de particules divisé par l'onde d'Avogadro. La concentration en mol par litre, c'est N sur 6,02 de 10 puissance 23 moles fois 1000 cm3 qu'on a dans un litre divisé par V en cm3, ce qui nous donne l'expression d'une concentration qui est petit c qui était égale à 1000 N divisé par 6,02 de 10 puissance 23 fois V en mol par litre. On a donc le rapport N sur V dans l'expression de notre log, en haut qui est égal à 6,02 10 puissance 23 fois C, divisé par 1000. On substitue ce rapport N sur V dans l'équation du départ, et on a log de P0 sur P qui est égal à 6,023 10 puissance 23 fois ABC, divisé par 2,303 fois 1000, c'est-à-dire quelque chose de la forme log de P0 sur P est égal à epsilon BC, qu'on va appeler, qui est égal à A, d'après ce qu'on a vu tout au début. Epsilon, on va appeler ça le coefficient d'absorption molaire, c'est comme ça qu'il se définit, c'est 6,023 fois 10 puissance 23 petit a, divisé par 2,303 fois 1000. Enfin, j'aurais pu mettre 2303. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, c'est-à-dire que ça exprime
et met en relation la puissance rayonnante, la puissance transmise, le coefficient d'absorption molaire, la concentration de la solution petit c, la géométrie de la cuve, la longueur qu'on traverse petit b, et puis l'absorbance. Voilà, c'est comme ça qu'on démontre la loi de Beer-Lambert, c'est comme ça qu'elle a été construite. Tout le cheminement de la démonstration n'est bien entendu pas à savoir par cœur, par contre la formule, elle, il faut la connaître. On va faire un exemple d'application pour illustrer l'utilisation de cette loi. Donc on considère une solution de permanganate de potassium qui est concentrée à petit c égale 7,25 10-5 mol par litre dans une cuve de longueur petit b égale 2 cm. Cette solution elle a une transmittance de 44,1% lorsqu'on la soumet à une radiation de longueur d'onde lambda égale 525 nanomètres. Et on demande de calculer l'absorbance grand A de cette solution ainsi que le coefficient d'absorption molaire epsilon. Alors on prend tout simplement les définitions. On a vu que grand A c'était égal à moins log de grand T. Grand T c'est égal à 44,1%, c'est-à-dire 0,441. Donc on a moins log de T qui est égal à moins log de 0,441. Faites gaffe, c'est des logs décimales maintenant. C'est-à-dire moins fois moins 0,356 et on a une absorbance de 0,356, 35,6%. Quant au coefficient d'absorption molaire, eh bien on applique simplement la formule grand A sur BC en fonction du transparent précédent et on calcule 0,356 divisé par 2 fois 7,25 10-5 et on tombe sur un coefficient epsilon qui est égal à 2,46 10 puissance 3 litres par mol par centimètre. Une fois de plus, là, si vous ne vous rappelez plus des unités qui concernent ces éléments, eh bien vous mettez SI comme système international. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est en présence de mélange? Eh bien, si on considère un mélange composé de I produit de concentration, c'est indice I de coefficient d'absorption molaire epsilon I et d'absorbance A indice I, l'absorbance totale du mélange, ça va être la somme des I égale 1 à N des AI. Comme on a A qui est égal à B epsilon C, B il reste constant, comme c'est toujours la même cuve, au travers de laquelle on fait passer le rayon de puissance incidente. Donc le petit b va pouvoir être ressorti du signe de sommation et on aura l'absorbance totale qui serait égale à b fois la somme des, pour i variant de 1 à n des epsilon i ci. Donc epsilon 1 c1 plus epsilon 2 c2 plus epsilon 3 c3 etc. Et ça pour chaque produit du mélange. Un mot sur la limite de validité de cette loi. Eh bien, si la concentration est supérieure à 0,01 mol par litre de l'absorbant, on a des difficultés certaines à avoir une absorption correcte. Après, suivant l'expression de la loi, on a vu qu'il y a epsilon qui était dedans, donc les modifications du coefficient d'absorption molaire epsilon, ça peut être influencé par des interactions électrostatiques quand on est en présence d'électrolytes. Et ça peut également être modifié par l'indice de réfraction du milieu. Si on a des constituants, des parasites, un peu des substances solides par exemple, qui introduiraient des phénomènes de diffusion par exemple. Bon, je ne suis pas trop resté pour l'instant dans le détail de ce cours-là, mais sachez qu'on peut avoir des modifications d'indice de réfraction dans le milieu qu'on traverse qui nous modifient ce coefficient d'absorption molaire. Et puis on a un rayon incident qui est polychromatique, donc on va avoir un ou deux dispositifs très bientôt, et si effectivement on n'est pas sur du monochromatique exact, eh bien on a une perturbation de l'absorption qui est déformée par une polychromaticité, je dirais, du rayonnement incident. Et la présence de lumière parasite qui peut influencer aussi le résultat de l'absorption. Tâchera d'avoir des transmittances qui sont supérieures à 20 et inférieures à 80%. Dès qu'on sort de ces niveaux de transmittance, on peut avoir des problèmes de validité de la loi. Elle n'est plus forcément linéaire sur tout ce qu'on voudrait qu'elle le soit. Voilà, donc ces limites de validité, je vous demande d'en connaître une ou deux quand même par cœur. On ne sait jamais.
un principe de base pour un spectrophotomètre, donc avec un système dispersif, c'est-à-dire qu'on a au départ une source polychromatique qu'on canalise sur un monochromateur. Un monochromateur, c'est un dispositif qui permet de faire une sélection de longueur d'onde parmi une source polychromatique. En l'occurrence, là, j'ai représenté un prisme, mais nous en verrons d'autres. La fente de sortie du monochromateur permet de sélectionner la longueur d'onde de notre rayon incident que l'on veut faire traverser à travers notre échantillon. Ce rayon incident, donc, il est diminué en puissance ou en intensité et il est mesuré par un détecteur. Donc le schéma est un petit peu plus complexe que ça. Je ferai, si j'ai le temps, un chapitre un petit peu plus étoffé et complet sur les appareils. On compare en fait la lumière qui traverse le solvant avec la lumière qui traverse l'échantillon, et c'est plutôt une différence de détection qu'on va utiliser. Voilà pour le premier dispositif. Une autre forme de le représenter, la source polychromatique, le monochromateur, le diaphragme qui nous sélectionne notre longueur d'onde, la traversée de l'échantillon, et puis une cellule photoélectrique avec un amplificateur, et puis directement une mesure faite à partir de l'effet photoélectrique, ou quand on a des photons qui arrivent sur certains matériaux, on a des arrachements d'électrons qui se transforment en variations d'électricité qu'on peut mesurer. Voilà le principe d'un spectrophotomètre avec système dispersif. Alors, si on s'intéresse à la partie visible de l'absorption, il faut savoir qu'une espèce incolore, elle n'absorbe aucune radiation du spectre visible. Lorsqu'une espèce chimique n'absorbe que dans un seul domaine de longueur d'onde du visible, sa couleur est la couleur complémentaire de celle des radiations observées. Lorsqu'une espèce chimique absorbe dans plusieurs domaines de longueur d'onde, sa couleur résulte de la synthèse additive des couleurs complémentaires des radiations absorbées. Et ça, c'est juste pour expliquer ce qui se passe dans le visible. Parce que dans l'ultraviolet, l'œil humain ne perçoit pas le phénomène. Donc une première notion est celle des longueurs d'onde associées à la partie du spectre électromagnétique où on est dans le visible, c'est-à-dire qu'on part de 380 nanomètres, on vient des ultraviolets et puis on va au-delà de 800 vers les infrarouges. Donc si la couleur absorbée, elle se situe, si on voit lors de l'absorption que la couleur de l'échantillon devient rouge, ça veut dire qu'elle absorbe la couleur complémentaire, le bleu-vert, et qu'on est dans la tranche 650-780 nanomètres. Si on a affaire à une solution verte, ça veut dire, pardon, si on a affaire à une solution qui est violette, eh bien ça veut dire qu'on absorbe du jaune-vert et qu'on se situe dans la longueur d'onde, plage de longueur d'onde 560-595. Si la couleur absorbée elle est bleue, eh bien on se situera dans la longueur d'onde, plage de la longueur d'onde 435-480. Et si c'est la couleur bleue qui est absorbée, eh bien l'échantillon aura une couleur jaune. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le visible. Un exemple pour illustrer ce comportement dans le visible, si on considère donc un spectre d'absorption de quelques solutions dont la couleur est précisée, donc une solution de diode jaune, une solution jaune d'alizarine, une solution de colorant de 124 de permanganate de potassium violet et de sulfate de cuivre bleu, et bien pour chacun de ces spectres d'absorption, la longueur d'onde au maximum de son absorption et la couleur de la radiation correspondant au maximum d'absorption, et bien c'est indiqué dans le tableau ci-dessous, c'est-à-dire que pour chaque numéro de courbe de 3, 4, 5, si on a la couleur de la solution jaune pour la courbe 1, orangé pour la courbe 2, rouge, violet et bleu-vert pour la courbe 3, 4, 5, eh bien ça va correspondre à des maximums d'absorption à 400 nanomètres respectivement, 430, 520, 550 et 720 nanomètres. Ce qui veut dire que la couleur de la radiation absorbée, ça va être donc la synthèse additive complémentaire. Si la couleur de la solution elle est jaune, eh bien ça veut dire qu'on absorbe du violet. Si la couleur de la solution elle est orangée, c'est-à-dire qu'on absorbe du bleu, etc. Donc on a dans la partie visible ce qu'on peut comprendre lorsqu'on a de la lumière qui traverse un échantillon. Nous voici arrivés au terme de cette première partie.
Donc je vous laisse digérer un petit peu tous ces transparents et je vous mets dans la foulée quelques exercices d'application sur ce domaine de l'ultraviolet visible. Et nous aborderons très prochainement toute la spectroscopie infrarouge. On va s'intéresser plus au phénomène vibrationnel des molécules dans la matière. Bon courage.